Bonjour à tous, bienvenue aux journées techniques du Sémafran et pour cet atelier entre 10h30 et 11h45 qui va évoquer les certificats d'économie d'énergie. Les journées techniques du Sémafran sont très orientées évidemment sur le franc, Sémafran porte bien son nom. Il y a eu un certain nombre d'ateliers hier, pendant la journée d'hier et aujourd'hui, qui ont un grand rapport avec soit le transport frigorifique, soit la conservation des denrées ou des produits pharmaceutiques, sur la maîtrise de l'énergie, sur le développement du froid dans le monde, et puis avec un petit focus historique sur la construction du Sémafran et son cheminement depuis 70 ans pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Mais comme vous le savez tous, le froid est forcément lié à la conservation du froid et donc aux matières isolantes et en plus de ça à la maîtrise de l'énergie. Et c'est pour ça que nous avons un atelier en ce moment sur les certificats d'économie d'énergie. Je souhaite donc la bienvenue à nos intervenants que je vais citer dans l'ordre chronologique d'apparition, si vous voulez bien. Donc, bienvenue à Steve Bellisti de la compagnie d'économie d'énergie, à Romain Monteil d'économie d'énergie, à Valérie Lasserre, donc présidente de Transfrigo Roots, et puis à tous nos spectateurs, qu'ils soient dans la salle ou bien qu'ils soient à distance. Donc, bien, un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Voilà, donc je vais ma petite introduction qui vient d'être faite, que je vais compléter, puis ensuite Steve va nous parler de la chaîne de valeur, des certificats d'économie d'énergie, puis on aura un point de vue d'un délégataire par économie d'énergie. Valérie Lasserre nous présentera les opportunités dans le transport en termes de certificats d'économie d'énergie. Et puis, je vous décrirai un petit peu le rôle de Tech Energy, donc filiale du groupe Technéen et le Sémafran, qui est entièrement dédié au contrôle justement des travaux donnant lieu à l'émission de certificats d'économie d'énergie. Je voulais plan suivant, s'il vous plaît. Il y en a besoin. Alors, celle d'avant. Écoute, je voulais juste dire que les certificats... non, pardon, excusez-moi, je me trompe, je me suis perdu. Donc, je vais donner la parole à Steve Bellisti. Steve, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je voulais préciser, juste avant que tu interviennes, que si les intervenants veulent bien mettre leur caméra en route de façon à rendre plus dynamique la présentation, les autres, vous pouvez bien sûr les couper. Et puis, pour toutes les questions, utilisez soit le bouton questions et réponses en bas ou éventuellement dans les discussions. Nous, pour des façons un côté pratique, nous traiterons les questions plutôt à la fin, si vous voulez bien. Voilà, Steve, je te laisse le micro. Tu as une quinzaine à vingtaine de minutes. Super, donc je vais reprendre ma présentation. Alors, est-ce que je peux partager mon écran? Je ne peux pas démarrer le partage d'écran de mon côté pour avoir ma présentation. Je n'ai pas la main. Steve, tu nous l'as envoyé la présentation ou pas? Alors, je vous l'ai envoyé, je l'ai un peu modifié. Très bien. Alors, un instant, on te donne la main. Mais autrement, tu peux prendre la présentation que je t'ai envoyée. Si ce n'est pas possible. Tu l'as le contrôle, hein, Steve, normalement. Alors oui. Tiens, pourquoi je n'arrive pas à partager mon écran? Alors, je dois avouer qu'avec les différents outils qu'on peut avoir entre… Est-ce que tu peux nous sortir de là? Teams, Zoom, pourquoi je n'arrive pas à prendre… Alors, ça y est. Voilà, je pense que maintenant, c'est bon. Je ne sais pas si on voit mon écran. Pas encore. On te voit, toi.
Voilà, c'est bon. Ça commence. Voilà. C'est bon, Super. on peut y aller. Parfait. Parfait, merci. Donc, on va commencer par la description un peu du processus du dispositif d'économie d'énergie qui est assez ancien puisqu'on est sur un dispositif qui est assez mature. Il a été initié en 2006 et a été défini par période. On a eu des évolutions progressives du dispositif. Donc, moi-même, je suis présent sur le dispositif depuis 2006, qui était une période où on avait pas mal de latitude et on a vu une progression dans le dispositif sur les différentes périodes. Il faut savoir que les périodes sont de 3 ans et à chaque période, on a une évolution des règles. Actuellement, nous sommes sur la 4e période du dispositif des certificats d'économie d'énergie et nous allons passer au 1er janvier 2022 à la 5e période du dispositif des certificats d'économie d'énergie avec une évolution de ces règles. Avant de rentrer dans le détail de toute cette chaîne de valeur, vous indiquer un peu en quoi consistent ces évolutions de règles. Très souvent, on a une augmentation de la contrainte d'économie d'énergie pour les différents acteurs du dispositif. Le dispositif a été mis en place dans un cadre réglementaire global afin de réduire notre consommation d'énergie au niveau national et pouvoir nous mettre en phase avec des directives européennes. Donc, je vais rentrer dans le détail des parties prenantes. Tout en haut des parties prenantes, vous avez l'autorité administrative. Cette autorité administrative est une émanation du ministère de la Transition écologique. C'est la Direction générale de l'énergie et du climat et le pôle national des certificats d'économie d'énergie qui vont délivrer les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, vous avez cette autorité administrative qui surveille le marché et des certificats d'économie d'énergie et qui fixe les obligations et délivre les certificats d'économie d'énergie. Ceci étant dit, ces certificats, qu'est-ce qu'ils matérialisent? Qu'est-ce qu'un certificat d'économie d'énergie pour ceux qui sont parmi nous et qui ne sont pas familiers avec le dispositif? Eh bien, un certificat, c'est la matérialisation d'une économie d'énergie. Vous changez un équipement par un équipement plus performant, vous obtenez un certificat qui matérialise cette économie d'énergie. Ce certificat, une fois délivré par l'autorité administrative, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle valeur ça a? Eh bien, l'État, pour lui donner une valeur, a créé une demande de certificat en obligeant des fournisseurs d'énergie à en disposer, sinon ils ont une pénalité qui est conséquente. Elle va atteindre plus de 35 milliards d'euros sur la 5e période du dispositif qui va durer 4 ans à partir du 1er janvier 2022. Et donc, c'est effectivement cette autorité administrative qui fixe les obligations aux acteurs obligés, ces fournisseurs d'énergie. Donc, on a cette demande conséquente de certificats d'économie d'énergie. Comment ces acteurs obligés peuvent-ils se procurer ces certificats? Alors déjà, ils essayent de s'en procurer directement avec des actions d'économie d'énergie auprès de leurs clients, auprès de tiers, mais ils vont aussi mandater des acteurs tiers comme les délégataires à qui ils vont confier la réalisation d'une partie de leurs obligations ou à des mandataires qui vont les représenter auprès des tiers, puisque la population est très diffuse et donc ces acteurs, c'est des nouveaux métiers qui ont été créés par le dispositif, les délégataires et les mandataires. Quelle est la différence entre un délégataire et un mandataire? Un délégataire va reprendre une partie de l'obligation du fournisseur d'énergie, alors qu'un mandataire n'a pas cette obligation légale vis-à-vis de l'autorité administrative. L'acteur obligé va également obtenir des certificats sur un marché d'échange. Il va pouvoir en acheter. Bien distinguer que ce sont des certificats qui sont délivrés par l'autorité administrative. Sachant qu'auprès du consommateur final, il va pouvoir en obtenir s'il donne des primes. Et donc, il va avoir un rôle actif et incitatif, puisque c'est avant la réalisation des travaux qu'il va promettre une prime au consommateur final pour pouvoir réaliser ces travaux.
Et donc, à bien distinguer que ces primes, forcément, n'ont aucune valeur légale à la base. Ce n'est pas un certificat qui a été matérialisé. Ça n'est qu'une prime et c'est charge à l'obligé, très souvent représenté par le délégataire ou le mandataire, puisque certains obligés ne vont pas travailler en direct avec le consommateur final et vont souhaiter n'être représentés que par un délégataire ou un mandataire. Alors, donc là, on est essentiellement sur le consommateur final, sur de l'industriel, sur du tertiaire, sur des particuliers qui ne sont pas des acteurs éligibles. L'autorité administrative et l'État a choisi de donner un privilège aux collectivités et à l'ANA ainsi qu'aux bailleurs sociaux qui sont des acteurs éligibles. Ces acteurs, et uniquement ceux-ci, peuvent déposer et faire une demande directe de certificat d'économie d'énergie auprès de l'autorité administrative. Eux seuls peuvent en disposer directement sans passer par les fournisseurs d'énergie ou leurs représentants délégataires mandataires. Et donc, tout cela crée une offre de certificat qui va satisfaire à cette demande des fournisseurs d'énergie. Et donc, on a cet échange, cet équilibre entre offre et demande qui va matérialiser une valeur du certificat d'économie d'énergie. Voilà donc un peu comment cela fonctionne. Les primes d'incitation qui sont données et la valeur du certificat va être déterminée par rapport aux obligations sur les périodes qui sont définies. Puisque, rappelez-vous, j'ai dit que l'autorité administrative, pour une période, définit une obligation à certificat d'économie d'énergie pour les fournisseurs d'énergie. Donc là, sur la 5e période, on est l'une des évolutions les plus faibles en termes d'obligation d'économie d'énergie. Donc, on peut considérer qu'éventuellement, on pourrait avoir une baisse de la valeur des certificats d'économie d'énergie. Alors, comment créer ces certificats d'économie d'énergie? On a différents modes de création. Pour simplifier les choses, l'État a choisi de définir, avec l'aide d'organes consultatifs que sont l'ADEME et la T2E, des opérations standardisées. On est uniquement sur des opérations théoriques définies par des assemblées d'experts qui se réunissent lors de groupes de travail, dont fait partie la Compagnie des économies d'énergie et Économie d'énergie également, et qui discutent des différentes opérations qui pourraient être standardisées et modélisées, puisque les opérations standardisées, c'est un peu un modèle que l'on retrouve au travers d'une fiche. Ces fiches sont réparties sur 6 secteurs, dont un tertiaire, un industriel, un agriculture, transport. Et donc, à partir de là, on a différentes variables et différents critères à remplir pour pouvoir obtenir des certificats d'économie d'énergie ou du moins être éligible à une prime d'incitation. Ensuite, donc là, on est bien sur le théorique. Ensuite, on a des opérations qui sont spécifiques. Et là, on rentre dans le domaine du réel. Les opérations spécifiques vont faire l'objet d'une mesure avant la réalisation de l'opération spécifique et après la mise en place d'un équipement. Et donc, à partir de là, on est sur un dossier qui est concret, qui est opérationnel et qui va faire l'objet d'une demande. À préciser que les délais pour obtenir des certificats ou une incitation, parlons plutôt d'une incitation, dans le cadre d'une opération spécifique, sont beaucoup plus lents, puisqu'on est sur un délai qui est de l'ordre d'1 an contre 2 à 3 mois dans le cadre d'une opération standardisée. On a une évolution qui est importante dans le cadre des opérations standardisées. Rappelez-vous, je disais qu'on est sur des opérations théoriques. L'État souhaite aujourd'hui rentrer sur une approche qui est beaucoup plus réelle, concrète, et donc essaye de réconcilier cette théorie des opérations standardisées avec la réalité. Pour cela, il mandate des bureaux de contrôle qui vont vérifier sur site la qualité des installations qui sont réalisées, la légitimité des installations qui sont faites. En parallèle à cela, on a la possibilité d'avoir un système de bonification par rapport aux opérations standardisées et qui vont être bonifiées par la localisation, par le type.
d'opérations qui sont menées par la localisation, notamment en Outre-mer, où on a un système de bonification qui est mis en place. Enfin, une autre voie pour obtenir les certificats d'économie d'énergie, eh bien, ce sont les programmes de certificats d'économie d'énergie qui sont mis en place, comme le programme Éclair, dont vous avez peut-être suivi la conférence sur le sujet, et qui, en fait, permet de financer la mise en place d'une opération de formation, de sensibilisation ou d'équipement type sur un sujet bien précis. Voilà un peu tout le périmètre important que l'on a pour pouvoir bénéficier de cet instrument financier technique qui est assez puissant et qui est un élément essentiel dans la stratégie d'efficacité énergétique de l'État. Alors, j'oubliais de préciser quelque chose qui peut être important pour certains d'entre vous, c'est que les certificats d'économie d'énergie sont cumulables avec d'autres financements, notamment ceux du plan de relance. Donc, quelques chiffres. Le volume de certificats d'économie d'énergie généré entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2019 hors bonification, eh bien, était de 27% dédiés aux opérations sur le froid. Donc, c'est assez considérable. Et 70% de ces opérations sur le froid constituaient des opérations sur la récupération sur un groupe froid dans l'industrie. Donc, on est sur une approche qui génère plusieurs milliards de financements sur cette période. Et donc, je tenais à souligner que c'est un instrument qui n'est pas toujours utilisé par les entreprises parce qu'on est aussi sur une rigueur, une méthodologie qui est à entreprendre et quelquefois une méconnaissance par les entreprises du bénéfice de ce type de dispositif. Quelle méthodologie avoir pour en profiter? Alors, déjà, précisons qu'en investissement, sur ces procédés, on va augmenter la valeur des actifs, on va améliorer les équipements dont on dispose, améliorer un confort d'usage et globalement réduire sa consommation d'énergie. Là aussi, on est sur un effet indirect des certificats d'économie d'énergie. Donc déjà, c'est se poser la question, quels sont les travaux qui sont prévus ou utiles et qui peuvent être complémentaires des travaux déjà réalisés. À partir de là, c'est définir quels sont les équipements parmi les travaux qui sont prévus ou utiles qui peuvent être éligibles à certificat d'économie d'énergie. Dès le moment où on va voir cela, c'est pouvoir mettre en place un rôle actif et incitatif et s'interroger si on a l'expertise suffisante pour mettre en œuvre ces actions. Voire même sur les travaux qui sont prévus, s'ils ne sont pas éligibles à certificat d'économie d'énergie, c'est se poser la question, est-ce qu'on peut rajouter des éléments techniques sur ces investissements prévus pour qu'ils soient éligibles? Peut-être que l'investissement supplémentaire marginal est réduit par rapport aux bénéfices que l'on aura de financement lié au certificat d'économie d'énergie. Au-delà, c'est avancer sur la constitution d'un dossier à certificat d'économie d'énergie tout en étant en amont d'un bon de commande. Je le souligne, c'est très important parce que dès le moment où on a signé un devis, un bon de commande, en tant qu'entreprise, on ne peut plus en bénéficier. Ensuite, comment financer les travaux avec les certificats d'économie d'énergie? Il y a différentes modalités. On peut avoir des modalités de préfinancement qui sont possibles avec certains acteurs. C'est quelque chose qui est envisageable. Mais en général, on est sur des opérations qui sont très conséquentes de plusieurs centaines de milliers d'euros éligibles à un certificat d'économie d'énergie et qui permettront de générer beaucoup de certificats d'économie d'énergie. On peut également avoir pour partie un préfinancement et obtenir le solde à la fin. On peut aussi
obtenir un financement totalement à la fin des travaux ou avoir une remise sur devis. Quand vais-je toucher mon financement? Eh bien, on est sur des périodes qui sont différentes en fonction des obligés. C'est pour cela que des opérateurs comme les délégataires ou les mandataires peuvent être tout à fait utiles et pertinents pour pouvoir obtenir les conditions les plus adaptées. Alors, quelques opérations typiques, on citait la récupération de chaleur, 3 fiches pour 3 secteurs d'activité différents. On a par exemple des fiches agriculture comme la Agri-TH 104 ou dans le tertiaire, la BAT-TH 139 ou dans l'industrie, la 1 de UT 117. Donc, vous avez les dénominations agri pour agriculture, tertiaire, on est sur les bâtiments tertiaires, BAT, et thermique. Donc, on est sur les secteurs qui peuvent déterminer. L'exemple de la fiche industrie, pour vous donner un peu les variables qui sont définies pour calculer le volume de certificats d'économie d'énergie. On va prendre en compte la durée de fonctionnement du compresseur. Donc, sur cette base-là, il va falloir justifier du fonctionnement de l'entreprise. Mais on reste là encore sur une approche qui est théorique et déclarative, qui peut être a posteriori contrôlée. Ensuite, on va être sur la puissance thermique du système de récupération de chaleur en kilowatts. Et donc, à partir de là, on va appliquer le calcul. On reste sur quelque chose qui est assez simple en précisant que, eh bien, on est dans la démarche de réconciliation avec la réalité des choses puisqu'on a une étude de dimensionnement qui a réalisé avant la signature d'un bon de commande, d'un acte d'engagement pour la mise en place du système de récupération. On a ensuite une contrainte d'utilisation de la chaleur récupérée dans l'enceinte du site, que ce soit pour du chauffage, du préchauffage d'eau ou d'air. Les ordres de grandeur pour le financement sont de 100 € à 500 € par kilowatt thermique récupéré. Donc, on peut avoir des taux de financement qui sont très conséquents, qui vont jusqu'à 100%. En fonction du contexte, parce que, précisons-le, dans certains contextes, eh bien, on peut avoir en soi un effet d'aubaine, mais même si cela est très rare, mais c'est des choses qui sont possibles. On a d'autres opérations typiques, comme sur les moteurs électriques, avec la possibilité de valoriser des moteurs performants, de valoriser des variateurs électroniques de vitesse, également sur les systèmes motorégulés avec la valorisation en package du moteur, de la transmission, de la VEV. Donc, on est sur une approche globale du système pour valoriser, obtenir une prime de certificat d'économie d'énergie. On a plus de 200 fiches en fait, qui peuvent être mises en place. Toutes ne sont pas applicables au périmètre de l'entreprise, mais beaucoup peuvent être mis en œuvre. Donc, on a sur l'outre-mer les climatiseurs performants, on a les installations frigorifiques utilisant du CO2 subcritique ou transcritique, on a la fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive, donc un certain nombre d'opérations qui peuvent être mises en œuvre. Alors, il faut toutefois faire preuve de vigilance car ces opérations peuvent être révisées, être renforcées dans leurs contraintes, voire être supprimées parfois. Donc, ne pas se dire qu'on aura tout le temps de bénéficier ultérieurement de ce financement pour la mise en place de nouveaux équipements. Il peut y avoir un effet de suppression, puisque je le disais, l'autorité administrative peut faire évoluer le dispositif et si elle constate effectivement qu'il y a trop d'effets d'aubaine, supprimera des fiches ou les révisera à la baisse et ça sera beaucoup moins intéressant. Voilà, bah, écoutez, j'en ai fini. Je suis à votre disposition pour toute question ou peut-être que Yann enchaînera. Merci beaucoup, Steve, pour cette présentation complète du système, du fonctionnement des certificats d'économie d'énergie jusqu'à la rentrée dans la précision de la taille des investissements et du retour sur investissement.
Je vais passer maintenant la main à Rémi Monteil d'Économie d'énergie. Alors, je précise, Économie d'énergie est le premier client, je crois, de Tech Energy que je représente aujourd'hui. Tech Energy, donc, qui est un bureau de contrôle des travaux dans le cadre des économies d'énergie, qui a été créé en 2018. Donc, c'est un grand plaisir et un grand honneur de recevoir Romain Monteil, pardon. Voilà, absolument, Romain. Et je me reprends et je te laisse la parole. Est-ce que tu as quelque chose à présenter ou je laisse ça? Alors, bon, je t'avais juste envoyé une slide de démarrage. Après, je ne peux pas entrer. L'idée aujourd'hui pour moi, c'est de vous présenter un cas concret d'investissement réalisé grâce au certificat d'économie d'énergie. Je ne peux pas le présenter sur une slide pour des raisons de confidentialité, Oui. mais je peux quand même en parler. Je voulais vous présenter une opération assez emblématique qu'on a réalisée sur 2 ans sur une usine du groupe Agrial, groupe agroalimentaire international. L'usine se situe à Val-au-Perche. Il s'agit de l'usine CSR qui fait de l'embouteillage, de la fabrication et de l'embouteillage de produits à base de pommes. On parle d'une usine qui est relativement conséquente, hein, puisqu'elle produit plus de 40 millions de litres par an de produits, jus de pommes, cidre, champomis, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc, qui avait un besoin de remise en état assez conséquente. C'est une opération globale d'amélioration de la performance énergétique de l'usine qui a notamment concerné le remplacement de groupes froids. Et on parle d'une puissance frigorifique installée de près de 2000 kW. Également, dans le cadre de cette opération, on a récupéré la chaleur perdue par les groupes froids. C'était même le point clé de cette opération. On a calorifugé tous les réseaux de récupération de chaleur et on est aussi intervenu pour améliorer les chaudières de production de vapeur du site. La production de groupes froids, la récupération de chaleur sur les groupes froids était l'opération la plus importante en termes de C2E. Pour vous donner 2-3 chiffres sur cette opération, l'investissement était de l'ordre de 3 millions d'euros sur cette usine et la valorisation des C2E en a couvert 2,6 millions, donc plus de 80%. La récupération de chaleur représentait elle-même plus de 80% des C2E obtenus. Et cela notamment parce que, au-delà de ces opérations que je viens de vous citer, la rénovation de l'usine a fait l'objet d'un contrat de performance énergétique qui a permis de garantir 30% d'économie d'énergie sur le site et une bonification des C2E obtenus de 30% également, et donc une amélioration encore du retour sur investissement de l'opération, qui est donc pour une si grosse usine, un si gros investissement, quelques mois de retour sur investissement. L'opération s'est donc déroulée sur 2 ans avec une première étape, installation de groupes froids performants sur lesquels on a pu valoriser la variation de vitesse et la haute pression flottante et l'installation donc d'une récupération de chaleur sur cette usine. Donc beaucoup de froid, notamment pour le maintien en température sur les process et pour le stockage des produits alimentaires et une réutilisation de la chaleur dans les process de production, notamment sur les processus d'ultrafiltration, de pasteurisation, de séchage et de nettoyage en place. Voilà un petit peu tout le périmètre. Ce qui est intéressant, c'est les méthodes qui ont été utilisées pour assurer le cash flow de l'opération, puisque l'investissement était assez conséquent et que le client n'avait pas forcément les moyens ou les budgets pour intervenir de cette façon-là. On est donc, nous, intervenus en préfinançant une partie des certificats d'économie d'énergie. On a donc versé la prime C2E, non pas à partir du moment où on avait les C2E en main, mais à 30% dès la commande des travaux. Donc un portage financier de notre part qui a duré plus de 12 mois. Et donc 30% sur 2,6 millions, on est quand même sur des montants assez conséquents, à près d'1 million d'euros. Un 40% également qui a été versé au démarrage des travaux et on a soldé la prime C2E à partir du moment
où les travaux ont été terminés, où on a pu constater sur site la bonne réalisation des travaux. Et c'est à cette étape qu'on a fait intervenir Technea, qui est venu avec nos experts internes vérifier l'installation et nous assurer qu'elle était bien conforme au cahier des charges initial, au plan de travaux, et donc limiter pour nous les risques en termes d'investissement dans l'opération, puisque même lorsqu'on verse une prime C2E à la fin des travaux, en tant que délégataire C2E, on doit encore instruire un dossier administratif, le valider, le présenter à l'administration pour obtenir nos C2E. Et c'est là qu'on constate le produit de notre action. Donc, on a encore une avance de cash qui est relativement conséquente, même à cette étape. Donc, ce qui est très important à retenir pour moi, c'est que les C2E sont un excellent moyen d'investir dans la performance énergétique et notamment dans le froid dans l'industrie. C'est une amélioration du temps de retour sur investissement qui peut permettre de passer le cap des contraintes internes d'investissement en termes de délai de retour sur investissement. C'est également un moyen de couvrir une partie très importante des travaux dans un bon nombre de cas, notamment donc sur les opérations qui permettent de récupérer de la chaleur et de la réinvestir dans les process ou dans le chauffage eau chaude sanitaire sur le site. Et pour cela, les clés sont pour moi donc de bien comprendre comment fonctionne le dispositif. De nombreux experts existent, des mandataires, des délégataires, les obliger également à monter des structures qui sont capables d'accompagner les différents clients non sachants sur ces sujets-là, de réfléchir à la fois investissement mais aussi cash flow de façon assez structurée, et puis de bien s'assurer en tant que client aussi, c'est un point très important, lorsqu'on a des opérations qui sont un petit peu longues comme celle-là, que le partenaire qui va apporter une solution C2E sera encore capable d'honorer ses engagements à horizon 2 ans. On est sur des métiers qui sont plutôt jeunes, des structures qui sont plus ou moins solides. Et dans cette opération-là, typiquement, moi, j'ai eu beaucoup de travail pour rassurer les investisseurs côté client sur le fait que 2 ans plus tard, je serai encore là pour payer les factures, tout simplement. Alors, je l'ai fait avec d'autant plus de facilité qu'aujourd'hui, Économie Énergie est filiale de La Poste. Donc, on a une capacité à investir qui est plutôt importante. Les obligés l'ont aussi. Et un certain nombre de délégataires sont capables de rassurer. Mais c'est très important pour les personnes qui vont investir en dernier lieu d'être capables de s'appuyer sur des structures qui sauront répondre à leurs engagements initiaux, y compris à horizon de 3 ans. Et je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Romain, pour cet éclairage et surtout l'aspect concret d'une opération. J'avais juste envie de poser une question. Finalement, le bénéficiaire des travaux de récupération de chaleur, quelle gamme de montants a-t-il investi réellement? Pour le coup, on parle d'un investissement de l'ordre, alors investissement pur dans le projet, de l'ordre de 300 000 à 400 000 €, sans compter, bien entendu, les ressources internes qui a dû être sollicitées, une coupure sur la production, puisque les travaux ont été réalisés au maximum sur la période, à production moindre du mois d'août, mais on ne pouvait pas forcément tout finaliser sur cette période-là. Donc, lui a eu des impacts, bien entendu, mais qui étaient anticipés. Et son investissement était très mineur. Son retour sur investissement était de l'ordre de quelques mois. C'est ça qui est important. Absolument, et notamment par les économies d'énergie qu'il réalise en même temps. Tout à fait. Sa facture va grandement diminuer. Puisqu'il était sous contrat de performance énergétique, il avait la garantie d'une économie d'énergie de 30% par rapport à ses consommations précédentes. Et c'est donc une garantie contractuelle. Dans le cas d'une économie moindre, il était couvert. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Romain, pour ces explications. Je passe le micro maintenant à Valérie Lasserre de Transfrigoroute, qui va nous parler des opportunités dans le transport dans le cadre des certificats d'économie d'énergie. On va passer le... Oui, voilà. Valérie, c'est à vous. Alors, voilà, vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Bonjour à tous. Alors, je voulais corriger quelque chose tout à l'heure. Merci pour l'introduction. J'étais très flattée, mais je ne suis pas
présidente de Transfrigoroute France, je n'en suis que la déléguée générale. Voilà, c'était pour la petite précision. Donc, si vous voulez passer sur la première, passer la diapositive suivante, encore une. Très rapidement, je vais quand même rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas qui est Transfrigoroute France, puisque nous sommes une organisation qui met autour de la table les utilisateurs et les fabricants de matériel utilisés pour le transport frigorifique. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à lire, à déchiffrer le camembert, mais il y a aussi bien les fabricants de carrosseries isothermes que les fabricants de dispositifs thermiques de production de froid, le laboratoire des Sémafroid, bien sûr, les loueurs, les transporteurs, les fabricants d'autres dispositifs comme les haillons, la télématique, etc. Donc nous sommes une organisation ancienne, mature, hein, puisque nous avons été créés dans les années 50, et notre mission est de réaliser des études qui vont permettre de promouvoir et développer un transport frigorifique efficace, respectant strictement ses responsabilités de protection de la sécurité sanitaire des aliments qui nous sont confiés par nos clients et l'environnement dans lequel nous opérons, puisque nous utilisons des fluides frigorigènes, nous conduisons des camions avec des émissions de particules, de gaz à effet de serre, etc. La diapositive d'après, pardon, vous présente la diversité de nos adhérents, des entreprises de transport, des entreprises fabricantes de carrosseries, fabricantes de poids lourds, etc. Vous avez dit tout à l'heure que le support serait diffusé, donc vous aurez loisir de regarder ça de manière plus attentive. Diapositive d'après. Cette diapositive vous permet de voir comment Transfrigoroute s'inscrit dans son cosmos professionnel. Il faudra que j'agrandisse la cartouche centrale pour que le complémentaire soit sur une seule ligne. Mais donc nous sommes très complémentaires à d'autres fédérations professionnelles de transport ou des carrossiers constructeurs. Nous travaillons en étroite interaction avec les ministères de l'Agriculture pour la sécurité sanitaire des aliments qui nous sont confiés, comme de l'environnement, pour les questions aussi bien environnementales que transport. Vous le voyez, bien sûr, notre relation avec le Sémafroid, l'Association française du froid, l'association Certibruit, etc. Diapositive suivante. Et nous avons un lien particulier avec une association qui est relativement récente, qui s'appelle la chaîne logistique du froid, dont j'ai également la charge d'animation, et qui, elle, regroupe les transporteurs prestataires de services pour le transport de denrées périssables et les logisticiens. Et nous regroupons, nos adhérents opèrent quelques 80 000 véhicules, exploitent plusieurs millions de mètres cubes de stockage en froid négatif et près d'1 million de mètres carrés en stockage de froid positif. Donc nous sommes au cœur de la logistique sous température dirigée, comme l'exprime notre nom. Et donc Transfrigoroute France a ce statut privilégié d'être à la fois membre associé et membre fondateur même de la chaîne logistique du froid. Donc si vous passez la diapositive d'après, l'intervention que je vais faire ce matin va s'inscrire donc dans le schéma global de certificats d'économie d'énergie et en particulier les certificats d'économie d'énergie dans le transport frigorifique. Steve a évoqué les différents secteurs dans lesquels des fiches standards existent. Dans le transport, il n'y en a pas beaucoup, je crois même qu'il n'y en a qu'une seule pour le transport frigorifique spécifiquement. Si vous voulez la diapositive d'après. Fiche standard qui a été créée en 2016, donc elle a déjà près de 5 ans, et qui traitait des groupes frigorifiques à haute performance énergétique. Cette TRA EQ 111 était déjà une mise à jour de la TRA EQ 11 qui avait été rédigée avant. Nous savons que nous allons devoir ou pouvoir profiter de la 5e période qui s'ouvre pour proposer une mise à jour de la fiche dans la mesure où d'abord il faudrait qu'on réévalue un petit peu le gisement, donc les opportunités de déploiement de cette fiche, et puis également pour y intégrer des usages
qui n'avaient pas forcément été pris en compte au moment où on l'avait rédigé, et notamment le déploiement de plus en plus fréquent de groupes et de camions multitempératures, puisque pour qu'un chargement puisse être divers et donc transporte des denrées à différentes températures, eh bien, on peut mettre en place des cloisons et permettre à un camion, par exemple, de transporter aussi bien des produits frais que des produits surgelés, parfois même des produits frais à plusieurs plages de température ou en cohabitant avec des produits secs, donc à température ambiante. Et nos groupes frigorifiques peuvent répondre à cette pratique qui se généralise pour permettre à nos camions d'être mieux chargés et donc déployer moins de camions et répondre à des contraintes parallèles d'accès au centre-ville. Et donc, il faut qu'on fasse évoluer cette fiche existante pour intégrer notamment cette notion de multitempérature. Mais ça, c'est la fiche qui existe. Mais nous savons également, et vous pouvez passer la diapositive d'après, qu'il y a d'autres opportunités. Alors, on ne va parler que de fiches standards. On ne va pas se lancer dans les fiches spécifiques parce que pour avoir contribué à la rédaction de la fiche TRAEQ 11 et ensuite 111, comme le soulignait, je crois, Steve, c'est un process long. Avec la nécessité de justifier des économies réalisées et la difficulté parfois d'expliquer la rupture technologique. Donc on va travailler sur des fiches standards pour permettre à nos adhérents transporteurs une facilité d'utilisation. Et quand on a commencé à réfléchir aux opportunités qui se présentaient à nous, il y en a quelques-unes là, on ne les a pas toutes listées parce qu'on est encore en train de faire ce travail d'inventaire. Et j'ai parlé de rupture technologique. La production de froid aujourd'hui se fait par compression de gaz avec des groupes thermiques, avec un double enjeu. Les fluides frigorigènes qui ont des effets de serre et la motorisation de ces groupes qui reposent sur des énergies fossiles. Il y a donc une nouvelle technologie qui existe et qui se développe, c'est la cryogénie, à l'azote ou au CO2, et je parle sous le contrôle de Mohamed qui, je crois, est dans la salle. Donc il va falloir valoriser cette nouvelle technologie en mettant en place une fiche standardisée puisqu'elle permet des économies d'énergie notables, puisqu'il n'y a plus de groupes thermiques. Et puis, au-delà de la technologie même, il y a des bonnes pratiques qui permettent de faire réaliser des économies d'énergie aux transporteurs utilisateurs, qu'il s'agisse de pré-refroidir les caisses avant de les charger, ce qui évite la déperdition du froid qui protège les denrées. C'est un double impact, c'est aussi bien l'énergie nécessaire pour redescendre la température des produits si celle-ci est remontée, mais également une meilleure préservation de la sécurité sanitaire des aliments. Deuxième opportunité, c'est de valoriser le fonctionnement secteur, ce qu'on appelle communément le biberonnage des groupes frigorifiques, ce qui fait que quand ils sont en attente pour quelques heures ou pour un week-end sur une cour, en attendant, soit parce qu'ils sont déjà chargés, soit en attendant d'être préchargés, eh bien, de les brancher sur le secteur électrique pour éviter les émissions à la fois de fluides, si tant est qu'il y en ait, mais surtout de particules lorsque le groupe thermique fonctionne. Après, il y a des fonctionnements économes de nos groupes frigorifiques en start and stop, ce qu'on voit classiquement sur les moteurs de nos voitures maintenant, d'autres cycles d'utilisation, déploiement de cloisons mobiles. J'ai parlé de camions multitempératures. Eh bien, lorsque l'on charge un camion et qu'on est obligé d'attendre les autres marchandises qui sont à mettre à l'intérieur de la caisse, si on met en place des cloisons mobiles transversales ou longitudinales, eh bien, ça permet de restreindre la partie qui contient des produits pour éviter que le groupe frigorifique soit obligé de produire du froid pour refroidir un grand volume dans une cellule, alors qu'en fait, il n'y a qu'une petite partie de la cellule qui est déjà chargée. Le même raisonnement sur la mise en place de rideaux d'air, éventuellement de rideaux à lanière, tout ça pour garder le froid, qui est une énergie, à l'intérieur de la cellule, empêcher que l'air chaud ne rentre, que l'air froid ne sorte. Tout ça, ce sont des pistes
qui sont en train d'être réfléchis pour être présentés, comme le soulignait Steve, aux autorités, la T2E, l'ADEME, la DGEC, pour que des fiches standardisées puissent être proposées à nos transporteurs et leur permettre de réaliser des économies d'énergie. C'est ça le premier objectif de ces fiches, et permettre à des obligés de répondre eux aussi à leurs objectifs d'économie à réaliser. Je crois que j'en ai terminé, mais si vous regardez la diapositive d'après, oui, c'est ça, vous pouvez le dérouler jusqu'au bout, je ne sais pas pourquoi il y a une animation, mais ça c'est toutes nos coordonnées, tous les fabricants de matériel liés au transport frigorifique sont les bienvenus chez nous, les transporteurs pour compte propre aussi, les transporteurs pour compte d'autrui sont invités à se joindre à la chaîne logistique du froid et de fait être membres de Transfrigo Hauts-de-France. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions si vous en avez maintenant ou pendant le chat. Voilà. Merci beaucoup, Madame la déléguée générale, et donc avec toutes mes excuses pour cette orale. J'étais très flattée. Et veuillez bien la transmettre à votre président aussi. Oui. Bon, je retiens que dans le domaine du transport frigorifique, finalement, il y a beaucoup à construire. Et c'est ce qui a été dit également précédemment, c'est-à-dire la 5e période qui est en train de se monter et qui rentrera en vigueur de mémoire au 1er janvier prochain. Dans le domaine du transport frigorifique, il y a encore un certain nombre de choses à faire. Absolument. Merci beaucoup. Je poursuis donc sur Tech Energy, donc, que je vais vous présenter. Tech Energy, donc, qui est une filiale assez récente du groupe Technia et surtout de Technia Inspection, dont je dirige le pôle, c'est-à-dire l'ensemble des évaluations de conformité, enfin des métiers de l'évaluation de conformité au sein du groupe Technia. J'ai mis un petit titre qui est peut-être un peu prétentieux sur le dernier maillon de la chaîne de valeur, les C2E. Ce que moi je retiens pour être dans le milieu depuis une année, ça me rappelle la chaîne et l'ancre d'un bateau. C'est-à-dire que si le dernier maillon lâche, l'ancre tombe au fond et on ne peut pas arrêter le navire. Et si le dernier maillon se grippe d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas descendre l'ancre pour s'arrêter non plus. Donc, le Tech Energy est effectivement un certain nombre de responsabilités dans l'ensemble de la chaîne des certificats d'économie d'énergie. Voilà, alors je vais vous faire une présentation assez peut-être simpliste, et je présente tout de suite mes excuses aux délégataires, mandataires et autres experts du domaine, mais je voulais apporter un regard plutôt positif et avec un brin d'humour sur Tech Energy, donc petite société. Vous voyez là la liste de tout ce que attendent les partenaires sur les certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire que l'État a une politique d'économie d'énergie et il faut qu'il en soit crédible, évidemment. Les obligés, comme ça a été très bien expliqué, sont obligés d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Et ils ont délégué une partie à leurs délégataires, mais eux, ils doivent faire du volume. Effectivement, les mandataires, eux, ils doivent attirer le maximum d'affaires et provoquer le maximum de travaux d'économie d'énergie, tandis que l'installateur, lui, installe et il faut bien qu'il entre dans ses investissements à lui d'installation, justement. Et puis, on a toujours le bénéficiaire, celui qui veut le moins dépenser, voire avoir réalisé de l'économie d'énergie de manière gratuite. Donc, tous ces gens-là ont un certain nombre d'attentes et l'organisme de contrôle qui finalement valide d'une manière ou d'une autre les travaux qui ont été réalisés subit une certaine pression, c'est-à-dire qu'il est obligé d'être le plus juste possible. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, vous voyez tout l'ensemble où se place l'organisme de contrôle, et c'est pour ça que j'évoquais la notion de dernier maillon. Planche suivante, s'il vous plaît. Alors, notamment dans les enjeux ou les défis de Tech Energy, c'est effectivement de toute façon la relation client. Nous devons être réactifs aux attentes de ceux qui nous demandent d'aller faire des inspections de travaux. Souvent, ça a été évoqué aussi, les dépôts de dossiers
ont des durées de validité assez courtes. Donc, il faut que, évidemment, nous nous déplacions sur le terrain le plus rapidement possible, de façon à être à l'heure et à pouvoir bénéficier des certificats d'économie d'énergie. C'est le terme de réactivité que j'emploie. La flexibilité aussi, parce que certaines, notamment dans l'industrie, on a remarqué, on peut très bien avoir un rendez-vous un jour et finalement le rendez-vous est décalé à cause d'autres raisons qui nous sont externes. Et il faut avoir une certaine flexibilité dans la planification des inspections sur le terrain. Je rajoute aussi la flexibilité nécessaire. Voilà. Flexibilité nécessaire parce qu'il y a aussi les combles ou les vides sanitaires à inspecter parfois et les inspecteurs ont intérêt à être plutôt souples pour pouvoir s'y faufiler et aller constater les travaux. La disponibilité, évidemment, pour nos clients, puisque le but étant, alors, ça n'est jamais noir ou blanc, le résultat d'une inspection. Donc, effectivement, il y a un dialogue qui s'installe entre le demandeur de contrôle et nos inspecteurs ou notre bureau de contrôle de manière générale, pour effectivement clarifier certaines prises de position sur les résultats de travaux d'économie d'énergie. Et puis l'adaptation aussi, j'insiste dessus parce que c'est les certificats d'économie d'énergie, ça a été évoqué, sont un environnement assez mouvant en fonction des périodes, tous les 3 ans, certes, mais les fiches peuvent changer assez rapidement, la réglementation peut évoluer, donc il est nécessaire pour nous d'avoir un suivi le plus proche possible des évolutions réglementaires et de façon à s'adapter le plus rentablement possible. Voilà, donc tout ça est un juste équilibre à obtenir. Voilà, notamment également, notre enjeu principal, c'est dans le domaine des compétences, c'est-à-dire que vu la multitude de fiches d'opération de contrôle, il faut former les inspecteurs à chacune de ces fiches, qui peut représenter un travail et du temps surtout assez grand. Une fois que ces gens-là sont formés, il faut suivre leur niveau de compétence avec une surveillance annuelle et tout ça s'insère dans une surveillance de la part du comité du COFRAC qui délivre une accréditation et qui tous les ans vient également surveiller l'ensemble de l'organisation pour voir si nous sommes capables de poursuivre tout ce travail d'inspection en s'appuyant évidemment, je l'ai cité tout à l'heure dans un autre atelier, sur la norme ISO 17020. Voilà, et puis, comme ça a été dit, les fiches changent, d'autres vont être créées, d'autres vont être abandonnées. Et aujourd'hui, nous essayons de nous développer dans le maximum de fiches possibles pour couvrir l'ensemble du secteur. Alors, j'ai remis en bas, ça a été déjà très bien cité, mais tous les différents domaines de fiches d'opération standardisées, que ce soit de l'isolation des combes jusqu'à l'achat d'une barge fluviale. Donc, nous essayons de nous développer dans le plus possible de ces fiches. Néanmoins, je passe le message, si on commande un contrôle sur un tel type de fiche, il ne faut pas hésiter à nous demander à les contrôler, à savoir si nous sommes capables de faire autre chose. Voilà, c'est un peu ce que j'ai imaginé avec le petit dessin en haut à droite. Voilà, alors sur le terrain, nous rencontrons à peu près de tout. J'ai mis quelques photos les plus emblématiques. Il faudrait que j'en fasse un peu plus, parce qu'il y en a d'autres. Mais on peut voir en haut ce qui est bien et en bas, en haut ce qui n'est pas bien et en bas ce qui est bien. Là, vous voyez Alors, j'ai à côté de moi un expert des isolants. Donc, on voit que là, sur des plafonds, ont été placés du polyuréthane. Et au bout d'un moment, ça tombe, il n'y a rien qui le retient, donc ça n'a aucun effet d'isolant au bout d'un certain temps. Il y a aussi tout ce qui est isolant ici en haut à gauche. Quand ce n'est pas fixé, ça finit par s'écraser. Parfois, la lumière, on ne voit pas très bien, mais je ne sais pas si la lumière va finir par faire chauffer ou brûler tout ceci. Donc, tous ces aspects-là sont ce que vérifient justement les inspecteurs sur le terrain, à la fois l'existence des travaux, puisque vous voyez en haut à droite, l'inspecteur est allé sur place pour constater l'isolant d'un mur. En fait, on
a l'impression que c'est une cave enterrée, et en fait, il a trouvé l'isolant bien empaqueté sur le sol. Et c'est aussi le rôle essentiel des inspecteurs, c'est de vérifier la réalité des travaux qui ont été effectués. Je rappelle que toutes les subventions qui sont afférentes viennent du contribuable, plus ou moins directement. Et on va alors quelques exemples d'homogénéité parfaite du soufflet en bas à droite, de fixation quasiment parfaite sur les plafonds de cave ou de type de salle C. Et voilà, que ce soit d'isolant polystyrène ou bien que ce soit de la laine de verre en bas à gauche. Voilà, et puis dernière planche, nous, notre intérêt principal, c'est de fournir le bon service à nos clients, que surtout à cause de cette norme 17020, c'est d'être le plus impartial possible et droit. C'est-à-dire quand nous allons sur le terrain, nous refusons d'être influencés par qui que ce soit. Les gens ont toujours des explications, ou les installateurs souvent nous appellent, ont toujours de très bonnes explications pour dire qu'ils n'ont pas pu isoler cette partie-là, ou pour une raison ou pour une autre, que nous comprenons, mais le rôle de l'inspecteur est tout de même de constater ce qu'il voit, et pas plus, et pas de faire de déduction. Voilà. Et puis l'autre enjeu ou défi pour Tech Energy, c'est d'avoir les bons outils, parce que finalement, dans tout ce grand nombre de fiches d'opérations, ce grand nombre d'adresses de travaux à aller inspecter, il y a un énorme nombre de données, et pour cela, nous sommes en train de nous doter d'outils numériques qui sont essentiels aujourd'hui pour à la fois répondre à tout ce que j'ai cité avant, c'est-à-dire réactivité, flexibilité, de pouvoir changer les planifications d'inspection, etc. Et donc, ça, c'est l'avenir, de travailler de manière digitale le plus possible. Voilà. J'ai oublié de citer dans l'ensemble de ce que Tech Energy réalise, en dehors des fiches d'opérations standardisées, nous sommes lancés depuis maintenant 6 mois environ dans la validation des situations de référence dans le cadre justement des contrats de performance énergétique. Et ça vient de plus en plus, on vient de plus en plus nous voir pour ça, parce que ça doit être forcément exécuté par un organisme, un bureau de contrôle, un organisme à qualité tel que Tech Energy. Voilà, merci beaucoup de votre participation tous. On va voir quelques questions, je ne sais pas s'il y en a. Je rappelle tout de même que les présentations sont à disposition sur la chaîne YouTube de CMA3. Et sinon, sur le site CMA3, il y a le lien qui mène évidemment. Voilà, est-ce que Steve, nous avons quelques questions et peut-être dans la salle? Il y a une question. Autre avantage ce n'est pas une question, mais c'est un complément. Autre avantage du CPE, en plus de la bonification, c'est CEE, vous avez l'exemption de contrôle de performance énergétique des chaufferies, des systèmes thermodynamiques. Très bien, merci. Je ne pense pas que ce soit une question. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose là-dessus? Peut-être Romain? Ou Steve? Bon, mais écoutez, je crois qu'il n'y a pas plus de commentaires sur ce sujet-là. Et puis, peut-être uniquement préciser que ces contrats de performance et le contexte sur les bonifications évoluent rapidement et qu'on est plutôt vers une tendance à diminuer les bonifications qu'à les renforcer à date. Donc, tout à fait, tout à fait. Le point, à mon sens, qui est le premier à mettre en avant sur le contrat de performance énergétique, c'est quand même avant tout la garantie de performance sur la durée, donc la garantie de retour sur investissement que peut en espérer le client signataire. Revenir à la base du CPE, effectivement, il y a une bonification C2E qui a permis de recourir plus massivement à cet outil, qui fait sens, cette bonification. Effectivement, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle va devenir à court ou moyen terme. Mais en soi, le contrat de performance énergétique a un réel intérêt pour des travaux qui viennent assurer
surtout sur de grosses installations, des niveaux de performance assez forts. Très bien, merci. Une autre question peut-être dans la salle? Oui. Qui c'est qui vous passe commande? C'est celui qui est utilisateur? Alors, la question, je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est qui passe commande à Tech Energy? Alors, en fait, c'est soit le délégué, par exemple, le délégataire, pardon, l'économie d'énergie, qui est intervenu tout à l'heure, soit éventuellement un mandataire, soit il nous arrive parfois de répondre à des installateurs. Et à ce jour, oui, voilà, ce sont les trois typicités de clients que nous avons. Tout dépend de quel gay ils utilisent pour réaliser leur dossier en fait, de demande et le dépôt. Oui, en fait, je crois, Romain, là, je suis moins spécialiste ou Steve, je crois que même un bénéficiaire, un particulier, peut déposer un dossier de C2E. Alors, le contrôle est indépendant de qui dépose dans une certaine mesure. Il y a les opérations sur le bâtiment résidentiel qu'on qualifie de coup de pouce, qui, elles, doivent faire l'objet d'une demande de contrôle par l'obligé ou le délégataire. C'est la structure qui va déposer la demande de C2E auprès de l'administration. Mais ça n'empêche pas qu'un certain nombre de contrôles, notamment volontaires, puissent être réalisés et pour le coup, qui peuvent être à l'initiative d'une entreprise qui a réalisé les travaux, d'un bénéficiaire, d'un mandataire ou autre. Alors, pour compléter et préciser peut-être les choses, en fait, en toute rigueur, on ne dira pas qu'une entreprise ou un particulier peut faire une demande de C2E. Elle va faire une demande de financement éligible à C2E ou lié au dispositif des C2E, mais elle ne bénéficie pas directement de certificat d'économie d'énergie. Oui, absolument. Oui. Mais tout le monde peut bénéficier, voilà, absolument. Ce qu'il faut retenir, tout le monde peut bénéficier de subventions, entre guillemets, au travers de ce système. Tout à fait. Alors, mis à part des cas très spécifiques, puisqu'on avait les entreprises qui étaient astreintes au plan d'allocation des quotas de CO2 qui ne pouvaient pas en bénéficier, puisque voilà, sur le périmètre d'astreinte des quotas de CO2, on ne pouvait pas bénéficier de certificats d'économie d'énergie. Très bien, merci. Moi, j'ai une petite remarque, complément pour Valérie, sur la liste des sujets qui pourraient être éligibles aux futures fiches standardisées d'économie d'énergie. Je pense que l'isolation renforcée des caisses frigorifiques avec des coefficients K inférieurs à 0,25 aujourd'hui, hein, avec l'introduction des nouvelles technologies, je pense que ça peut être un beau sujet pour demander des fiches de certificat d'énergie, à mon sens. Donc ça, c'est au passage pour allonger la liste qui a été montrée tout à l'heure. Et j'ai une petite question pour Steve, qui nous a montré les fiches standardisées et les programmes de C2E. Quid des fiches spécifiques d'économie d'énergie, comment ça marche? Vous pouvez un petit peu nous expliquer? Bien sûr. Alors, on ne parlera pas nécessairement de fiches spécifiques, puisqu'il n'y a pas de fiche par définition. L'opération spécifique est déterminée, elle est présentée par une entreprise dédiée par rapport à un besoin précis, une installation à mettre en œuvre. On a un guide des opérations spécifiques qui a été défini par la T2E, l'ADEME, pour guider dans l'approche. Mais par définition, on est sur du spécifique. Donc, on n'a pas de fiche à proprement parler. Le processus aujourd'hui est en réflexion. Je peux vous dire comment ça se passait, ça se passe actuellement même encore, puisque certains acteurs, en général, une entreprise qui va déposer une opération spécifique se fait accompagner, que ce soit par un délégateur, que ce soit par AEDE, par la Compagnie des économies d'énergie. Et donc, l'approche est très souvent de déterminer déjà quel volume d'économie d'énergie on va générer. Comment on fait pour mesurer ces volumes d'économie d'énergie? Est-ce qu'on a un effet d'aubaine? Est-ce que les temps de retour sur investissement vont être supérieurs à 3 ans? Et donc, c'est des prérequis. Il ne faut pas qu'on ait un effet d'aubaine
en cumulant les certificats d'économie d'énergie. Si on a des temps de retour sur investissement inférieurs à 3 ans, on ne va pas pouvoir demander des certificats d'économie d'énergie. Donc, on est vraiment dans un calcul sur toutes ces approches. À partir de là, on va échanger éventuellement, que ce soit le délégataire ou le mandataire. Dans certains cas, on va échanger avec l'ADEME, avec la T2E pour avoir un peu leur retour sur la présentation de cette typologie d'opération, voir si on a une additionnalité par rapport à ce qui existe. Est-ce que l'opération spécifique pourra être appliquée par ailleurs, pourra donner naissance peut-être à un moment donné à une opération standardisée, pourra être étendue à tout un secteur d'activité. Donc, c'est un ensemble de points qui sont étudiés avant de déposer un dossier de demande d'opération spécifique et de s'engager dans la démarche d'opération spécifique, puisque on aura aussi la mesure sur une période de référence qui sera à définir pour pouvoir démontrer l'efficacité de l'équipement qui est mis en place dans le cadre d'une demande de C2E sur une opération spécifique. Peut-être que Romain veut compléter sur ces points. Pardon, et sur cette opération spécifique, la demande devrait être faite avant les travaux? La démarche est entamée avant les travaux puisqu'on est sur une incitation et on est sur un rôle actif et incitatif. Le rôle dans le montage, effectivement, très fort avant les travaux. Il y a la question obligatoire du rôle incitatif qui doit être acté avant tout engagement à réaliser les travaux. Mais en parallèle, il y a aussi les contraintes économiques et notamment la capacité à établir une budgétisation qui tienne compte des certificats d'économie d'énergie et qui suppose qu'un calcul de ces C2E ait été réalisé de façon relativement fiable avant que les travaux soient engagés. En revanche, ensuite, le dossier est bien présenté à l'administration après les travaux. Il y a pu y avoir des échanges avant. La présentation officielle du dossier se situe bien en aval des travaux. Puisqu'on a besoin de déterminer les économies d'énergie sur une période donnée et de les extrapoler sur la durée de vie de l'équipement éventuellement. Ça dépend comment on monte le dossier. Bien, merci beaucoup et je laisse Valérie Lasserre répondre également à la première partie de la question de Mohamed. Oui, qui était plus une suggestion qu'une question. Alors, effectivement, vous l'aviez remarqué dans ma diapositive, il y avait des points de suspension. Donc, aujourd'hui, on est à une étape de réflexion et d'identification de sources de fiches standardisées à rédiger pour le transport. Sur l'isolation renforcée, pour moi, on a quand même un certain nombre de contraintes. C'est la capacité et la qualité de vieillissement des mousses. On sait que les mousses entre guillemets récentes, c'est-à-dire qui ont une dizaine d'années, ont un coefficient de vieillissement qui est moins performant que celui des anciennes mousses qui ont été bannies parce qu'elles étaient expansées avec des fluides frigorigènes qui sont retirés du marché ou qui sont menacés. La deuxième observation, c'est qu'on a quand même déjà bénéficié d'une largeur complémentaire plus grande de nos camions de par justement leurs parois isolées, mais comme on ne pourra pas élargir nos caisses, sauf aménagement du code de la route, eh bien, si nous devions avoir des capacités d'isolation renforcées par une augmentation de l'épaisseur de nos parois, ça serait au détriment de nos charges. Enfin, de la charge utile de nos camions. Donc, c'est une réflexion à prendre en ligne de compte. Et troisième observation, c'est toute la richesse de Transfrigo Route France, c'est que nous avons autour de la table des experts de la carrosserie, des transporteurs qui, ensemble, et puis on a également nos obligations de répondre aux exigences de l'ATP, et notre garde-fou, c'est le laboratoire d'essai Sémafroid, et qui est également membre de Transfrigo Route. Et donc, c'est la richesse et la diversité de nos adhérents qui nous permet de réfléchir de manière proactive, créative, tout en bornant, je dirais, nos réflexions pour qu'on ne soit pas partir dans des directions certes très séduisantes, mais qui nous feraient sortir du droit chemin en termes de responsabilité sanitaire, responsabilité d'isolation, etc., etc. Mais je prends le point, Mohamed, et je pense que les groupes de travail qui vont se lancer pour réfléchir aux différentes pistes d'amélioration de la performance énergétique de nos camions et le développement de fiches standardisées C2E vont être nombreuses. Après, il faudra
qu'on voit la capacité à répondre et s'inscrire dans le cadre strict des C2E avec une identification d'agisement, mesure de l'efficacité et donc traduire tout ça en kWh/Cmac. Donc les chantiers vont être nombreux et riches. Très bien, merci beaucoup. Et si j'ai compris, sur un cycle plutôt long, au moins moyen terme. Ah oui, oui, ça met du temps, hein. Enfin, je ne sais pas si Steve peut me compléter. Oui, je vois qu'il hoche la tête, mais rédiger une fiche standardisée, il faut du temps pour la réfléchir et la rédiger. Beaucoup de temps pour que... Enfin, ça va très vite pour que la T2E et l'ADEME la détricotent. Et encore plus de temps pour revenir à la charge, rejustifier des économies effectivement réalisées. Enfin, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, mais les enjeux sont importants, tant pour nos transporteurs que pour notre société, notre environnement. Donc, et je ne parle même pas de l'économie de nos obligés. Donc, ça ne se fait pas tout de suite, oui. Absolument, merci beaucoup. Je sais, une autre question, oui. J'avais une question, quand vous faites un contrôle et que c'est non conforme, qu'est-ce qui se passe et qui sort bien en unité après? Alors, vous avez... Je n'ai pas entendu, hein, non. Oui, la question était, si nous prenons la décision de juger non conforme des travaux type d'isolation, c'est ça que vous voulez dire, ou peu importe, non conforme, qui assume la responsabilité? Qu'est-ce qui se passe et qui assume la responsabilité, qui paye? Alors, le bureau de contrôle donc, transmet le résultat d'un rapport d'inspection qui est déclaré non conforme et le transmet à celui qui l'a commandé. Et donc ensuite, oui, alors il y a plusieurs cas particuliers, enfin, au moins dans le domaine du coup de pouce, ça rentre dans un certain nombre, il y a un taux de conformité à obtenir, je crois si j'ai bien compris, mais Romain va préciser beaucoup mieux que moi, un taux de conformité à obtenir sur un ensemble de lots. Effectivement, alors la situation sur la méthodologie de contrôle dans le cadre des coups de pouce est un peu spécifique. En fait, l'obligé va transmettre au bureau de contrôle un lot de contrôle, donc un ensemble de chantiers qui vont faire l'objet d'un échantillonnage. Donc, c'est l'organisme de contrôle qui fait son échantillonnage, qui réalise les contrôles avec un taux de contrôle conforme à obtenir. Ce n'est pas un taux de contrôlé, c'est un taux de conforme. Mais il y aura nécessairement du conforme, peut-être du non conforme dans la restitution. Donc, l'organisme de contrôle, à la fin de la campagne, retourne à l'obligé sa campagne de contrôle avec conforme, non conforme et le motif. Et c'est ensuite à l'obligé d'orchestrer la mise en conformité, lorsque c'est possible, des chantiers auprès soit du client, soit de l'entreprise qui a réalisé les travaux, ou d'accepter un retrait des dossiers C2E correspondant à des chantiers qui auraient mal été réalisés, qui ne seraient donc pas déposables du côté de l'administration. Et alors, pour le cas particulier des chantiers uniques, type industriel, s'il est déclaré non conforme, on rend le rapport à notre client et il décide ou non de faire les travaux complémentaires pour rendre l'installation, enfin tout ce qui est relatif au certificat conforme. Sur les installations industrielles, aujourd'hui, on est sur des contrôles qui sont volontaires. Donc, on commande un contrôle pour nous assurer, au regard de nos engagements autres, de la bonne installation, de la bonne réalisation des travaux. Et donc, effectivement, ce contrôle va nous permettre d'appuyer une demande de mesures correctives, le cas échéant, auprès de l'entreprise qui a réalisé les travaux et du client. Et ça peut faire l'objet de discussions nécessairement si ça peut poser problème. On pourrait imaginer que un certain nombre de montants de versement de subventions C2E soient suspendus le temps que le chantier soit mis en conformité, puisqu'il ne peut pas faire l'objet d'une demande de C2E en l'état. Le pire des cas, c'est qu'on arrive à un litige entre les parties, qui sera résolu de façon amicale, ou sinon on s'empare au judiciaire. C'est ça le pire des situations. Je suis désolé, j'ai mal entendu la question. Oui, dans la salle, il a été dit que le pire était l'issue du litige. Alors, il se trouve qu'en général, sur ces contrôles volontaires, le client payeur des travaux est un très bon allié, puisqu'il entend bien que si une installation n'est pas conforme pour les C2E, c'est qu'elle n'est pas réalisée dans de bonnes conditions. Et c'est son actif qui en pâtit.
Donc le litige se déporte très régulièrement entre le client et l'entreprise qui a réalisé les travaux. Oui. Et alors, pour ce qui est du bureau de contrôle, s'il y a un litige, eh bien, un second bureau de contrôle peut éventuellement venir faire une contre-expertise. Il faut savoir en parallèle que dans le cadre du dispositif C2E aujourd'hui, l'administration fait appel également à des organismes de contrôle pour aller faire des vérifications sur site sur un certain nombre d'installations sur lesquelles les C2E ont été valorisées. Absolument. Ça nous est arrivé, justement, d'aller réaliser un contrôle de comble avec ça a été déclaré conforme, alors que le PNC2E lui-même a diligenté quelqu'un d'autre qui n'était pas tout à fait d'accord avec notre conclusion. Il y a eu quelques échanges d'explications. Nous attendons les résultats. La suite. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ou sur le net? Non. Il est, eh bien, écoutez, il est l'heure malheureusement de clore cet atelier.